Gilles Villeneuve est encore dans toutes les têtes au moment d'arriver à Monaco. Monaco qui sera le théâtre d'un des grands prix les plus fous de l'histoire. 1982 est la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, celle avec le plus de vainqueurs différents, une période tendue avec le conflit FISA-FOCA, mais pas seulement. Beaucoup de surprises, des batailles spectaculaires et des drames avec un champion inattendu. Nous en sommes déjà au 7e épisode et je vous remercie pour l'accueil fabuleux que vous réservez à cette série. Merci à vous tous. J'invite également ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. 1982, la saison folle, direction Monaco pour le 6e rendez-vous du championnat. Oui, encore des querelles. Cette fois-ci, c'est le président de l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, qui est remonté contre les actions de Balestre qui interdit les Français d'opérer lors du Grand Prix de Monaco. Tout cela à cause d'un rapprochement entre le second de Balestre à la FFSA et Michel Bouéry, le président de l'ACM. Ouais, parfois on se dit qu'une classe de CP serait plus mature. De plus, Balestre veut restreindre l'accès des journalistes pourtant accrédités, mais ses opposants l'en empêcheront. En fait, celui qui a le contrôle des accréditations pour les journalistes, c'est Bernie Ecclestone qui contrôle le pouvoir économique de la Formule 1. Et Balestre voulait reprendre un petit peu ce pouvoir, parce qu'il est touché dans son orgueil. Ouais, c'est vraiment une bataille de qui c'est qui est la plus grosse. Concernant le conflit FISA-FOCA, c'est beaucoup moins organisé. Les légalistes font route à part et suivent Enzo Ferrari depuis Imola, tandis que la FOCA se désunit un petit peu. Ils sentent que les turbos ne seront pas interdits et les constructeurs indépendants les plus riches se mettent à faire la même chose que Brabham, trouver des motoristes turbos. Ron Dennis entame des négociations avec Porsche et Mansour Roger de la société TAG. Le manufacturier de pneumatiques avant annonce quitter la Formule 1. Ces derniers étaient en contrat avec Theodore, Insign et ATS en début de saison, mais après l'histoire du Grand Prix de Saint-Marin, l'écurie allemande s'est tournée vers Michelin. Mais March, équipé de Pirelli jusqu'alors, bénéficieront de pneus avant pour Monaco. C'est à se tordre la tête. En fait, l'écurie March a signé un contrat avec la maison mère d'Avon qui stipule qu'ils géreront eux-mêmes leur gomme. Quant aux deux autres équipes déchues, Ensign va se servir de pneus usés de Long Beach et Theodore va trouver des Goodyear. Ouais, c'est ça la F1 de l'époque. Ligier a enfin marqué ses premiers points de la saison en Belgique grâce à la 3e place sur tapis vert d'Eddie Cheever. Et l'écurie française arrive à Monaco avec la nouvelle JS19 développée par Jean-Pierre Jabouille. Une sorte de Lotus 80 réaménagée, repensée à la façon Ligier, mais dont les jupes aérodynamiques posent problème car elles sont jugées non conformes. Les commissaires techniques déclarent cette voiture illégale et Ligier crie au scandale. Guy Ligier est indigné et Jabouille est outré. Il pointe du doigt le manque de précision du règlement technique. Bref, la JS19 est modifiée, mais elle ne donne pas satisfaction aux pilotes qui sont dépités. Après 3 courses sans marquer le moindre point, Renault ne peut plus passer au travers d'un week-end. Et ils arrivent à Monaco avec une nouvelle technologie qui va révolutionner la Formule 1. Des injecteurs électroniques qui permettent d'une part de réduire et de mieux contrôler la consommation d'essence et d'autre part de réduire la latence du turbo, donc plus de performance. Encore faut-il que ce soit fiable. Du côté de Brabham, on mélange le neuf et le vieux. Nelson Piquet roulera avec la BT50 à moteur BMW Turbo et Riccardo Patrese avec la BT49B à moteur Ford Cosworth atmosphérique. Tandis que chez Ferrari, on se présente avec une seule voiture, la numéro 28 de Didier Pironi. Monaco a toujours été un challenge pour les pilotes. Ce week-end, c'est 76 tours de prévus. En comparaison avec aujourd'hui, peu de choses ont changé. Évidemment, Sainte-Dévote est en 1982 plus serré avec un rail à l'intérieur. De même pour les virages de la piscine. La chicane du port est très rapide avec un seul pif-paf. Quant à la rascasse, c'est plus tortueux qu'aujourd'hui. Difficile de doubler, autant dire que les qualifications seront importantes. Contrairement aux 26 pilotes qualifiés habituellement, Monaco ne compte que 20 places sur la grille. Le jeudi matin, à l'issue de la séance de préqualification, 5 pilotes sont éliminés. À l'issue de la séance de qualification, 6 autres pilotes ont été éliminés. Parmi eux, Jean-Pierre Jarier qui n'a pas pu faire de miracle avec sa Osella.
Les évolutions de Renault ont été payantes car c'est René Arnoux qui prend la pole position devant la Brabham atmosphérique de Riccardo Patrese. Bruno Giacomelli surprend avec sa 3ème place. Brabham a fait un bon choix car la BT50 de Piquet à moteur turbo n'est que 13ème. Alain Prost est déçu de sa séance car il a rencontré plusieurs soucis et s'est fait gêner par son équipier dans son dernier tour. Le garage Renault fait encore du bruit. Beaucoup de public pour regarder les 20 bolides se battre pour la victoire en principauté. L'une des courses les plus mythiques du sport auto, celle que tout le monde veut gagner. D'autant plus que le Grand Prix pourrait être mouvementé à cause de la météo. La pluie menace de faire son apparition. Le départ est donné et Nelson Piquet manque de caler tandis qu'Arnoux conserve la tête. Tous les pilotes passent Sainte-Dévote sans encombre et se ruent vers le casino. En quelques virages, René Arnoux a déjà creusé un petit écart. Le Français veut sa victoire. Derrière, Giacomelli a pris la 2ème place à Patrese qui est maintenant sous la pression d'Alain Prost. Le leader du championnat ne veut pas laisser son équipier s'envoler et attaque immédiatement l'Italien et prend la 3ème place. Giacomelli est victime d'un souci de transmission au 4ème tour et les deux Renault mènent la course. Mais Arnoux a déjà une sacrée avance. C'est alors que l'Isérois commet une énorme erreur au 14ème passage à la piscine. Il part en tête à queue après avoir léché un rail. Grosse désillusion pour René. Parti 4ème, Prost est maintenant en tête du Grand Prix. Les positions se figent. Prost est en tête, suivi de Patrese, Pironi, De Cesaris, Rosberg, Alboreto et Mansell. Derek Daly est à la lutte avec les McLaren, mais les deux pilotes de Ron Dennis devront abandonner, tout comme Keke Rosberg au 64e tour. La pluie vient rajouter du piment à quelques tours de l'arrivée de ce Grand Prix. Prost a 10 secondes d'avance sur Patrese et se dirige vers un premier succès à Monaco. À 5 tours du but, la pluie tombe intensément sur les hauteurs du circuit et Alain Prost fait de grands signes aux officiels pour interrompre l'épreuve, mais ces derniers n'en tiennent pas compte. Les erreurs arrivent naturellement, Daly part en tête à queue et endommage sa voiture. Mais surtout, à 2 tours et demi du but, la Renault de Prost décroche à la sortie de la chicane du port et le Français part dans le rail. Une roue s'arrache, mais fort heureusement n'accroche personne. Alain Prost, lui, est sonné à cause du choc violent. Nouvelle grosse déception chez Renault. Patrese prend donc la tête et se dirige vers sa première victoire en Grand Prix et le public l'encourage. Mais dans l'épingle du Leuze, l'Italien part à la faute et son moteur se coupe. Pironi prend alors la tête de la course. Le pilote Ferrari entame le dernier tour en tête, alors que Patrese parvient à relancer sa machine grâce à la pente. Mais Didier Pironi semble avoir des problèmes. La pluie cause des courts-circuits à l'allumage de sa voiture et plusieurs retardataires se dédoublent. Néanmoins, il a suffisamment d'avance pour assurer. Mais dans le tunnel, sa Ferrari ne répond plus et c'est l'abandon. C'est une chance inouïe pour Andrea De Cesaris 2ème qui entrevoit d'une part son premier podium, mais surtout la victoire. Mais l'Italien tombe en panne d'essence dans la descente de Mirabeau. Andrea est en larmes. Mais le malheur des uns font le bonheur des autres, et c'est une chance incroyable pour Derek Daly et sa Williams amputé d'un aileron. L'Irlandais a percuté le rail plus tôt dans la course et se retrouve désormais en position de remporter l'épreuve, mais sa machine tombe également en panne à la rascasse. Patrese repartit après son erreur et le premier pilote à recevoir le drapeau à damier, mais la confusion est totale. Chez Ferrari, on attend désespérément l'arrivée de Pironi. D'autres pensent que c'est une Lotus qui a gagné la course. Riccardo Patrese prend en stop Pironi et apprend lors de son retour au stand qu'il vient de remporter son premier Grand Prix de Formule 1. Didier Pironi est classé 2ème et Andrea De Cesaris obtient son premier podium en ayant abandonné quelques instants auparavant. Patrese est un pilote vivement critiqué pour son agressivité, il a été jugé responsable par ses pairs de la mort de Ronnie Peterson, mais il n'en est pas moins un pilote rapide. Il devient le 5e vainqueur différent de la saison 1982. Celui qui fait la bonne opération au championnat, c'est Didier Pironi. Classé 2ème, le Français remonte à 2 points de Prost. Alain est quant à lui extrêmement déçu. Pour Renault, c'est encore un week-end à oublier. Les évolutions de la voiture fonctionnent bien, mais aucune n'est arrivée au bout. Ferrari rejoint les jaunes à la 2ème place, tandis que McLaren reste au sommet grâce à ce statu quo. Brabham marque enfin de gros points. Ce Grand Prix de Monaco est l'un des plus fous de l'histoire de la Formule 1. Il démontre qu'en sport auto, rien n'est jamais terminé avant de franchir la ligne d'arrivée. Il ne faut jamais abandonner. Avec un championnat aussi fou et aussi ouvert, on ne demande qu'à voir la suite. Ce sera à Détroit, mais dans le prochain épisode.
Mesdames et messieurs, j'espère que l'épisode 06 sur le Grand Prix de Monaco vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. Le lien de mes réseaux sociaux est sur le côté gauche de l'écran. Mais surtout, je vous invite à aller suivre Ethlomega qui a fait la plupart des musiques de la série. C'est un travail de fou furieux et c'est vraiment super cool. Lundi prochain sortira l'épisode 07 portant sur le Grand Prix des États-Unis Est à Détroit. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.